Lorsqu'Isaiah Boone a été arrêté devant un magasin, la police a vu ce qu'elle voulait voir. Juste un autre sans-abri noir à enfermer. Personne ne s'est demandé pourquoi ces dossiers militaires avaient disparu, ni comment un homme dormant derrière une église pouvait réciter des protocoles de mission classifiés avec une précision glaçante. Pour l'avocate commise d'office, Nina Clay, cela commença par un simple dossier, puis devint une quête entêtante. Elle découvrit peu à peu qu'avant qu'Isaiah ne devienne invisible aux yeux de la société, on l'avait d'abord effacé, volontairement. Confronté à des accusations montées de toutes pièces dans une salle d'audience où la justice rend rarement visite aux oubliés, personne n'aurait imaginé le moment où un juge se lèverait et obligerait tout le monde à se lever pour l'homme qu'ils avaient tous appris à ignorer. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur les rues usées du centre-ville. Isaiah avançait lentement entre les ruelles, la tête baissée, ses mains ridées serrant un sac à moitié rempli de canettes vides. À 62 ans, son visage était une carte des souffrances, sillonné de rides profondes racontant des fardeaux trop lourds pour la plupart des hommes. « Tiens, sergent !» murmura-t-il en posant un sandwich entamé près d'une benne à ordures. Un chien tacheté, avec une oreille déchirée, s'approcha prudemment, renifla puis mangea. Isaiah le regarda manger, un semblant de sourire adoucissant ses traits durs. C'était sa seule conversation depuis des jours. Le chien finit par pousser son museau contre la main d'Isaiah, qui le flatta doucement. « Même heure demain, » promit-il en réajustant les bretelles usées de son sac. Son maigre bagage pesait sur des épaules qui en avaient porté bien plus. Les passants détournaient les yeux. Il était invisible, un problème qu'on pouvait prétendre ne pas voir. Il préférait cela. L'invisibilité signifiait la sécurité. Pas de questions sur les cauchemars qui le tiraient du sommeil à 3 heures du matin, trempé de sueur, la main cherchant une arme absente. Vers l'après-midi, Isaiah avait ramassé assez de canettes pour peut-être s'acheter une bouteille d'eau et une barre protéinée. Il se rendit au magasin d'angle de M. Masson, qu'il fréquentait, car la porte arrière donnait directement sur l'église Saint-Augustin, où il dormait derrière les conteneurs. L'église savait qu'il était là, mais ne le chassait jamais. Une miséricorde discrète qu'Isaiah ne tenait jamais pour acquise. À l'intérieur, Thomas Masson, un jeune homme blanc aux cheveux clairsemés, le visage perpétuellement crispé, parlait fort au téléphone. « Je m'en fiche de ce qu'ils t'ont dit, j'aurai l'argent le 15, pas avant. » Sa voix monta, stridente. « Donne-moi jusqu'à vendredi, je te jure. » Il écouta, puis coupa brusquement. Quand Isaiah posa son billet froissé et ses pièces sur le comptoir, Thomas planta ses yeux sur lui. « Une bouteille d'eau, » dit Isaiah, sa voix rugueuse d'être trop peu utilisée. Thomas regarda l'argent, puis Isaiah, son exaspération semblant cristalliser sur ce client noir, pauvre et trop silencieux. « Quoi? Tu crois que c'est une œuvre de charité ?» Il repoussa les pièces. Isaiah ne bougea pas. « C'est assez. Même prix qu'hier. »« Aujourd'hui, c'est différent, » répondit Thomas, se redressant. « Le prix a augmenté. Fiche le camp avant de faire fuir mes vrais clients. » Isaiah reprit son argent. « J'irai ailleurs. » La main de Thomas attrapa son poignet. « Tu crois que tu peux perdre mon temps? Venir ici empester mon magasin? » Sa voix monta encore, attirant l'attention d'un client dans l'allée. « Lâchez-moi, » dit Isaiah, son ton plat, mais son regard soudain vif. Il y avait dans ses yeux-là un éclat qui aurait dû alerter un homme plus attentif, un quelque chose de formé par la discipline et l'expérience. Thomas ne vit rien. Il le repoussa brutalement contre un présentoir de chips. « Dégage, ordure !» ajouta-t-il, ponctuant d'une insulte raciale. Isaiah se redressa avec une grâce inattendue. Il ne fit ni pas en avant ni en arrière, mais adopta une posture subtilement plus ferme, plus calculée. Thomas attrapa son téléphone. « J'appelle la police, ce type a essayé de me sauter dessus, » cria-t-il. « Il m'a menacé, a dit qu'il reviendrait brûler cet endroit. » 10 minutes plus tard, un fourgon de police arriva en trombe. Les agents Pierre Girard, Michel Malouat et Jean Tournier en descendirent, réajustant leurs ceinturons avec un automatisme rodé. Girard, le plus âgé et portant les galons de serge, prit la tête. Isaiah s'était assis dehors sur un banc, attendant que la situation s'éclaircisse. Partir, il le savait, c'est être coupable à leurs yeux. « C'est lui ?» demanda Girard. Thomas hocha vigoureusement la tête.
Il a pété un câble quand je lui ai dit qu'il ne pouvait pas avoir d'eau sans payer plus. Il m'a menacé. Isaiah se leva lentement, les mains visibles le long du corps. Je n'ai. Tais-toi, aboya Girard en réduisant la distance. Les mains où je peux les voir. Elles y sont, répondit Isaiah, calme. Quelque chose dans sa maîtrise mit Girard hors de lui. Sans prévenir, il le plaqua au sol. La tête d'Isaiah heurta le trottoir avec un bruit sourd. Le sang commença à couler. « Arrête de résister !» cria Girard, même si Isaiah était déjà inerte. Une jeune femme de l'autre côté de la rue filmait. « Il fait rien, il était juste assis là !» cria-t-elle. Tournier l'attrapa, lui tordit le poignet jusqu'à ce qu'elle lâche son téléphone, qu'il écrasa. « Preuve dans une enquête en cours, dit-il platement. Interférer est un crime. » Un autre témoin filma depuis sa voiture. Malouaï s'approcha, main sur son arme. « Circulez, monsieur. » « C'est un trottoir public, répliqua l'homme. « J'ai le droit. »« Vous avez le droit d'être arrêté pour obstruction, » coupa Malouaï. L'homme hésita, puis partit. Girard menotta Isaiah, le sang coulant de sa tempe. « Mets-le dans la voiture, » ordonna-t-il. Les policiers le tirèrent jusqu'au fourgon. Sa tête cogna contre la porte. Au commissariat, Isaiah fut traité avec l'efficacité glaciale d'un système qui savait broyer. Pendant que Tournier remplissait les papiers, Girard et Malouaï prirent son sac dans une salle d'interrogatoire vide. « Assurons-nous que ça tienne, » dit Girard, glissant un couteau dans le sac. Malouaï ajouta un petit flacon de pilule. « Trouvé sur le suspect, » dicta Girard. « Il est devenu agressif, a menacé des civils. » Tournier copia fidèlement cette version. À l'autre bout de la ville, Nina sortait du tribunal, épuisée après 12 heures à défendre l'indéfendable. Clay appela son mentor Guillaume Barré. Tiens, nouveau dossier, personne n'en veut. Elle l'ouvrit. Isaiah Boone, agression, résistance, possession. Girard encore, dit Barré. Fais gaffe, 4 cas ce mois-ci, tous des SDF. Le lendemain, Nina rencontra Isaiah en prison. Il restait immobile, les mains croisées. Monsieur Boone, je suis votre avocate. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Silence. Puis, les yeux dans les siens. Sergent Boone, première reconnaissance, commandement spécial conjoint. C'est tout. Intriguée, Nina fouilla la nuit entière. Tout sur Isaiah avait disparu. Pas de traces de loyer, d'impôts, même pas d'amende, comme un fantôme. Elle retourna le voir. « Qui êtes-vous vraiment » demanda-t-elle. Il resta muet. En sortant, elle croisa Girard, qui ricana. Encore une petite idéaliste. Ça dura pas. Elle frissonna. Puis elle trouva un ancien infirmier militaire, Renaud Fortier, qui blêmit en voyant le tatouage d'Isaiah sur une photo. Ces gars-là n'existent pas. Nettoyage, extraction, parfois pire. Une nuit, elle rêva d'Isaiah, jeune, son visage peint de camouflage, évacuant des civils d'un immeuble criblé de balles. « On les laisse » cria son officier. « Zone trop chaude. »« Alors on la refroidit » répondit Isaiah. Puis tout s'enflamma. Isaiah s'était opposé aux ordres, avait sauvé des innocents, et pour ça, on l'avait détruit. Quand elle demanda officiellement ses dossiers, elle reçut « aucun dossier correspondant ». Puis un message anonyme sur son répondeur. « Laisse tomber. Le clochard ne vaut pas ta carrière. » Isaiah raconta enfin l'opération Nightwind, les civils massacrés par des mercenaires sous contrat américain. On leur avait ordonné de tout brûler, mais Isaiah avait sauvegardé des preuves. 3 jours plus tard, radié, traité comme fou. Sa femme morte, frein coupé. Sa fille placée. « Vous êtes toujours un danger pour eux, » dit Nina. « Ou ils le croient, » souffla Isaiah. Le procès arriva. Des vétérans remplissaient la salle. Le juge Williams, ancien officier, se leva et demanda à tout le monde de rendre hommage à Isaiah. Girard resta assis, le visage noir. Le jury vit la vidéo où il plaçait le couteau dans le sac. Belle, tabassée pour avoir parlé, témoigna depuis un fauteuil roulant. La salle retint son souffle. « On a voulu enterrer cet homme parce qu'il savait trop de vérité, » dit Nina. Le juge acquitta Isaiah. À la sortie, sous les acclamations, Isaiah leva la main en salut militaire, des larmes brillant sur ses joues burinées. Des mois plus tard, dans un centre communautaire animé par les rires et le brouhaha d'enfants jouant au basket, Isaiah se tenait debout devant un petit groupe d'adolescents assis en cercle. Il portait son ancien uniforme, celui qu'il avait cru ne plus jamais pouvoir montrer sans honte. Ses médailles, pourtant modestes, brillaient faiblement sous les néons fatigués de la salle polyvalente. Il les montra du doigt et secoua légèrement la tête. «
Ça ne fait pas un héros, dit-il d'une voix grave, mais étonnamment douce. Il passa la main sur la veste, comme pour en chasser la poussière invisible des années passées. Ce que vous faites après, ça oui. Quand vous choisissez d'aider quelqu'un, même quand c'est dur, quand vous ouvrez la bouche pour dénoncer une injustice, même si votre voix tremble, c'est ça qui compte. Il marqua une pause. Un garçon au fond croisa son regard, les bras croisés sur la poitrine, l'air renfrogné, mais ses yeux trahissaient une curiosité attentive. Isaiah hocha lentement la tête, comme pour lui dire silencieusement « Je te vois. » « Votre voix compte, » reprit Isaiah, plus fort cette fois, comme pour chasser les doutes qui planaient dans la pièce. Ses yeux passèrent lentement d'un visage à l'autre, cherchant à capter la moindre étincelle, la moindre faille où ses mots pourraient se loger. Il vit des fronts plissés d'inquiétude, des lèvres pincées, des épaules légèrement voûtées sous le poids invisible de la peur. Mais il vit aussi des regards qui frémissaient d'un éclat timide, un souffle d'espoir qui n'osait pas encore se dire. Même tremblante, votre voix peut changer le monde, continua-t-il. Et cette fois, son ton n'avait plus rien de l'imploration. C'était une vérité nue, lancée comme un défi à cette foule encore hésitante. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, ni forte, ni sûre d'elle. Elle doit juste sortir de vous, franchir vos lèvres, porter vos vérités, vos blessures, vos rêves. Parce que c'est dans cette fragilité qu'elle trouve sa puissance. C'est quand elle tremble qu'elle révèle ce qu'elle a de plus précieux, votre humanité. Isaiah inspira profondément, comme pour se rappeler lui-même ce qu'il venait de dire. Puis il balaya de nouveau la salle du regard, insistant, posant un instant ses yeux sur chacun, comme pour s'assurer qu'il parlait à des cœurs et non à une masse indistincte. N'attendez pas d'avoir la certitude, ni la force, ni même la permission, dit-il enfin, sa voix se voilant légèrement d'émotion. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré elle. Et parfois, votre seule voix suffit à faire naître le courage chez quelqu'un d'autre. Vous ne savez pas qui vous inspirez en osant parler. Vous ne savez pas qui vous tendez la main, silencieusement, en osant agir. Peut-être qu'un inconnu dans l'ombre vous observe en ce moment et que votre pas chancelant lui donnera la force de faire le sien demain. Il marqua une pause, laissa le silence retomber, lourd mais plein d'une vibration nouvelle. On aurait presque entendu les cœurs battre plus fort. Alors, parlez, agissez, même si vos mains tremblent, même si votre voix se brise, parce que quelqu'un, quelque part, a besoin que vous soyez courageux aujourd'hui. Au fond de la pièce, sa fille tenait la main de Nina, et Renaud avait passé un bras autour de leurs épaules. Tous trois observaient Isaiah, les yeux brillants, remplis d'un mélange de fierté et de reconnaissance silencieuse. Il savait ce qu'il avait traversé, les nuits sans sommeil, les cauchemars, les moments où il se demandait s'il n'aurait pas mieux fait de rester un homme invisible pour toujours. Et maintenant, il était là, debout, à offrir aux jeunes ce qu'il avait mis si longtemps à trouver. La conviction qu'ils avaient de la valeur, qu'ils pouvaient changer quelque chose. Quelques rires timides éclatèrent quand Isaiah termina en plaisantant qu'il était bien trop vieux pour refaire le monde tout seul, qu'il avait besoin d'une armée de nouvelles voix. Puis vinrent les applaudissements, hésitants d'abord, puis plus assurés. Certains jeunes se levèrent pour le remercier, d'autres vinrent toucher son uniforme, comme pour s'imprégner d'un peu de ce courage tranquille. Dans un monde lent à réparer ses torts, l'histoire d'Isaiah devint un modèle d'espoir.